Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une émission hors série que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai entre les mains 2 livres formidables, chacun à sa manière, et qui nous racontent pièce par pièce la cuisine, la chambre, la salle de bain, à quoi ressemblaient nos maisons d'autrefois, et en particulier comment on y vivait, qu'est-ce qu'on faisait dans ces maisons. Oui. Ce sont des livres qui répondent, vous allez voir, à toutes sortes de questions que vous vous êtes forcément posées un jour ou l'autre. Par exemple, comment on chauffait, comment on s'éclairait. C'est ça, comment on se D'accord. chauffait, s'éclairait, se lavait, comment on dormait. Et je peux vous garantir qu'à mesure que vous allez découvrir ou redécouvrir tout ça, vous allez réaliser que la vie quotidienne, autrefois, était à 100 lieues de ce qu'elle a pu devenir. Et qu'en même temps, un grand nombre de nos habitudes actuelles sont nées dans ces temps oubliés. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est de mettre notre récit habituel entre parenthèses et d'aller nous promener là, tout de suite, pièce par pièce, dans une maison d'il y a 250 ou 300 ans. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Au mois de décembre dernier, j'étais en week-end chez des amis. J'avais mis dans mes bagages le nouveau livre de l'ami Jean-Louis Bocarno, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien. Et j'ai commencé à feuilleter son livre comme ça dans le train, d'un œil assez distrait, je dois le reconnaître. Et puis très vite, je me suis laissé prendre, envoûté par un voyage, un sidérant voyage dans le temps, au point qu'arrivé à destination, j'avais plus envie de lâcher le livre. Et mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre qui a l'air si captivant? Je savais, évidemment, c'est un petit peu mon métier tout de même, je savais que la vie quotidienne de nos ancêtres était rude matériellement. Ils devaient constamment faire face à des obstacles qui s'appelaient le froid, l'obscurité, la rareté de l'eau, la précarité des conditions sanitaires, la difficulté de conserver les vivres, le caractère pénible des déplacements et des voyages, etc. Mais je dois avouer que je n'avais pas vraiment réalisé que quand vous mettez toutes ces conditions ensemble, ça finit par créer des contraintes extrêmes, des contraintes qui ont pesé sur le destin de ces personnages, illustres ou modestes, dont je passe ma vie à vous raconter la leur. Je dis donc merci, cher Jean-Louis, de m'avoir ouvert les yeux et de l'avoir fait avec assez d'habileté pour rendre la chose amusante. Votre livre s'appelle « Entrons chez nos ancêtres » et il se résume à une visite guidée de ce qu'était une maison autrefois. Alors cette visite s'appuie sur un type de document dont regorgent nos fonds d'archives, et notamment les archives départementales, et que les étudiants, notamment les 17e-istes et 18e-istes, connaissent par cœur. C'est le cas des généalogistes aussi. Ça s'appelle les inventaires après décès. Ce sont tout simplement, et comme leur nom l'indique, des rapports établis généralement par un notaire, et un notaire qui se rendait dans une maison soit au lendemain d'un décès, soit à la veille d'un remariage. Alors il commençait par apposer les scellés, bien entendu, puis il revenait avec de la cire, un cachet, vous savez comment, ça n'a pas tellement changé ça d'ailleurs. Et puis il revenait un des matins suivants, accompagné de 2 témoins, qui étaient généralement des voisins, d'un priseur qui lui présentait et décrivait tous les objets contenus dans la maison. Et quand je dis il décrivait, c'était vraiment dans le moindre détail. On allait jusqu'à décrire les chiffons et dire le nombre des chiffons. C'était assez étonnant. Tout ça était décrit d'une petite écriture minutieuse, d'où le nom de minute, et puis recopié pour archivage dans une écriture ensuite plus grossière à l'étude, qu'on appelait la grosse. Eh bien, je ne crois pas qu'ils en aient eu conscience, mais ces greffiers du temps jadis, par les inventaires qu'ils établissaient au fil des siècles, sont devenus des renseigneurs. Ils nous ont offert des mines inépuisables de renseignements pour les historiens du quotidien. Vous suivez du reste, Jean-Louis Bocarno, merci d'être des nôtres. Merci de votre invitation. Vous suivez le plan d'un inventaire après décès pour nous décrire pièce après pièce la maison de nos aïeux. Vous avez fait dans ces inventaires des découvertes incroyables. Oui, je les avais repérés depuis longtemps, ces inventaires, et je m'étais dit, il y a un truc avec ça, on peut faire quelque chose de génial. Alors, je sais pas si je suis arrivé, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin en suivant, justement, les notaires d'une pièce à l'autre. Il frappe à l'huisse, item, la lente mélopée des items. Bon, j'en avais mis tellement parce que à chaque fois qu'il y a un nouvel objet qui est décrit, prisé et donc évalué, vous avez oublié ça tout à l'heure, on lui donne son prix.
À chaque fois, c'est relié par item, c'est-à-dire et encore. Et avec mon éditeur m'avait dit, il y a peut-être trop d'items. Donc j'en ai sabré un petit peu. Mais ça crée une mélopée très très curieuse, un rythme qui donne tout le charme à ces inventaires. Oui, une et le notaire domestique, on peut arrive, pousse l'huissier, c'est-à-dire la porte. L'huissier était celui qui avait les clés de la porte. L'huissier d'un tribunal introduisait c'est l'homme de la porte, les gens dans le tribunal, c'était l'homme de la porte. Donc il pousse l'huissier, il entre chez nos ancêtres, et là, il va se balader de pièce en pièce, tout décrire. Souvent, il n'y avait qu'une pièce. Alors, on procédait toujours de la même façon. On part du foyer, puis on part du foyer rayonne. parce que c'est la pièce de vie, c'est la pièce la plus importante, et c'est souvent, je viens de le dire, la seule et unique pièce. Mais c'est la pièce. Quand on parle de foyer, le foyer où était le feu, c'était là, on vivait autour du feu, d'où le mot foyer dans sa conception d'aujourd'hui, le foyer familial, le foyer fiscal, au point que, par exemple, le foyer c'était la cheminée, vous aviez parfois des maisons qui étaient à cheval, qui étaient construites à cheval entre deux paroisses, ou aujourd'hui entre deux communes, qui se disputent toutes les deux les impôts. Laquelle des deux l'emporte ? Eh bien, il est établi, et encore aujourd'hui, que c'est la commune sur laquelle est la cuisine, parce qu'il y a le foyer dans la cuisine, et que si la cuisine est à cheval sur les deux communes, c'est la commune sur laquelle il y a la cheminée. Et les historiens, c'est capital. C'est l'essentiel, c'est le cœur. Les historiens de la fiscalité savent qu'on parlait de feu d'ailleurs autrefois. Combien de feux l'homme sans feu ni lieu. Exactement. Eh oui, c'est ça vient de là. Alors un bonheur n'arrivant jamais seul, je suis tombé quelques semaines plus tard sur un autre ouvrage intitulé Nos maisons du Moyen-Âge au XXe siècle. Alors ça, c'est un album. Votre livre, il fait un peu pauvre à côté, Jean-Louis, évidemment. C'est la même chose avec photos. Alors on découvre, c'est formidable. C'est somptueusement illustré de tableaux de vie intime, et ça nous raconte, là encore en mettant l'accent sur le pittoresque de la vie d'autrefois, à quoi ressemblait la vie dans les fermes, les hôtels, les maisons, bref, dans les logis du temps jadis. Bonjour Béatrice Fontanelle. Bonjour. Vous avez pris visiblement du plaisir à réunir tous ces documents et toute cette extraordinaire iconographie. Vous nous racontez par le menu, eh bien, depuis quand il y a des carreaux aux fenêtres, par exemple. On va y revenir. Toutes ces questions d'éclairage, de chauffage sont fondamentales. On va peut-être commencer d'ailleurs par celle du chauffage. Vous commencez le livre, il s'ouvre sur une pièce qui ne correspond pas du tout à l'ordre notarial, puisque vous commencez par la chambre. Alors pourquoi j'ai commencé par la chambre ? Peut-être parce que pendant pas mal d'années, j'ai manqué d'une chambre à moi, peut-être. Et dans ma vie, c'est vrai que j'ai beaucoup... C'est un fantasme personnel, voilà, la chambre intime, en fait. C'est pour ça que j'aime tellement le titre du roman de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi, qui résonne en moi de façon extraordinaire. J'ai aussi beaucoup déménagé dans ma vie, ce qui fait que je suis très sensible effectivement aux maisons. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un thème qui résonne très fort. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un entretien avec Céline. Quand on demandait à Céline pourquoi il avait écrit Le voyage au bout de la nuit, il répond très franchement. Il répond pour m'acheter un petit appartement. Il y a cette obsession d'avoir une maison à soi. Alors la chambre, pourquoi la chambre ? Parce que peut-être à cause de cette raison personnelle, mais aussi je pense que ça a été quand même dès le Moyen-Âge la pièce. D'ailleurs, le mot chambre ne voulait pas dire chambre. C'était une pièce. Voilà, c'était une pièce, et c'était la pièce la plus importante où il y avait le lit, les coffres, etc. Donc moi, je suis partie un peu du cœur nucléaire comme ça de la maison, mais mon point de vue, c'était plutôt un point de vue de ménagère. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire de la maison, Franck. Et oui, la maison, comment les pièces se sont peu à peu individualisées, elles se sont spécialisées, comment elles se sont réorganisées, comment on a vu peu à peu la chambre s'éloigner du fameux foyer dont nous parlions à l'instant avec Jean-Louis Bocarno. C'est une plongée aujourd'hui, j'ai envie de dire d'abord au cœur de l'obscurité, parce que c'est un aspect qui nous échappe totalement. La lumière électrique est devenue tellement habituelle qu'on n'y fait même plus du tout attention. Mais pendant très longtemps, et quand je dis très longtemps, c'est jusque dans les premières décennies du XXe siècle, l'obscurité était le lot commun des maisons. Il y faisait sombre, et il y faisait d'autant plus sombre qu'on avait pendant très longtemps pas de carreaux aux fenêtres, Jean-Louis Bocarno. Alors oui, on n'avait pas de carreaux aux fenêtres, et on avait... Qu'est-ce qu'on avait aux fenêtres ? Ça se passait comment alors ? On avait surtout du papier huilé. Oui. Quand on avait qui des était translucide donc quand même, qui laissait passer la lumière un peu.
quand il y avait beaucoup de lumière. Mais il y avait quand même une impression de pénombre générale parce que l'éclairage étant cher, on disait volontiers des choses comme les chats ne pissent pas d'huile. C'est-à-dire que l'huile d'éclairage n'est pas gratuite. On la prend pas comme ça. Donc tout éclairage est cher, les économies de bout de chandelle, etc. Oui. Il y avait d'ailleurs toute une hiérarchie des chandelles jusqu'à la bougie, qui était la bougie. D'ailleurs, Béatrice Fontanelle raconte l'histoire de la bougie fine avec la cire d'abeille, etc. Et donc l'éclairage était très très chichement utilisé, et le reste du temps, chez nos ancêtres petits sans grade, les paysans de la France profonde, qui sont la plupart de nos ancêtres, eh bien, on s'éclairait vaguement à la lumière du foyer. Le foyer marchand avec ses flammes donnait une petite lumière, mais donnait aussi de la fumée, parce que les cheminées de nos ancêtres tiraient très mal, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui. On les imagine absolument extraordinaires. Non, elles tiraient mal, donc il y avait une fumée ambiante dont il fallait se débarrasser. On laissait les portes ouvertes ou entr'ouvertes, ce qui faisait que entrait de l'air froid, des courants d'air, etc. Enfin, on a une atmosphère générale chez nos ancêtres très sombre et très dure. Cette lutte contre l'obscurité s'accompagne donc effectivement d'une lutte constante contre le froid, qui est le deuxième grand ennemi domestique, évidemment. Et là encore, on a vaincu le froid que depuis quelques décennies. Ce qu'on a tendance à oublier, nous vivons une immense majorité de nos concitoyens vivent dans un confort extraordinaire. Ils ont oublié qu'il y a encore assez peu de temps, le froid faisait partie totalement de la vie quotidienne. Alors qu'est-ce qu'on inventait pour lutter contre ce froid, Béatrice Fontanelle ? Ça, c'est vrai que c'est l'histoire du chauffage des maisons, c'est absolument passionnant. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer au maximum d'avoir une espèce de démarche un peu sensorielle pour essayer de s'imaginer. Oui. Évidemment, c'est quasiment impossible, mais ce qu'on pouvait ressentir. Alors bon, pour ça, on a des très très grands historiens des mentalités, et historiens des techniques qui ont étudié la question. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est un texte de Lucien Febvre, qui est un de nos très très grands historiens, dans un petit recueil de textes, qui s'appelle La sensibilité dans l'histoire. Et il explique cette chose, moi, qui m'a marqué profondément, c'était que quand on rentrait dans sa maison, au lieu de se découvrir, de se déshabiller comme on fait aujourd'hui, nous, dès qu'on rentre dans nos maisons, on enlève nos manteaux, on les accroche à une patère. Là, c'était exactement l'inverse. C'était que quand on rentrait dans sa maison l'hiver, il y avait un tel froid immobile, un froid qui vous pénétrait jusqu'aux os, qu'il fallait au contraire mettre une houppelande encore plus chaude, un bonnet encore plus chaud quand on était à l'intérieur. Et d'ailleurs, on voit que Montaigne, dans son journal de voyage, il est absolument ébahi de voir les gens quand il est dans le pays de Bade à cause des poêles qu'on ne connaissait pas en France. C'était d'une modernité décisionnante. Incroyable, avec une chaleur bien plus rayonnante et régulière. Il est ébahi de voir les gens se déshabiller quand ils rentrent chez eux. Ça lui paraît fou. Donc voilà, à chaque fois que je rentre chez moi, que je me déshabille, je pense à ça, aux gens qui s'habillaient encore plus et qui mettaient un bonnet. Ce très beau dessin de Carmontel où l'on voit cette dame qui totalement... c'est d'ailleurs un homme en l'occurrence. Je me rappelle. Une jeune femme. Oui, elle est totalement emmitouflée. Avec un manchon de fourrure. Oui, les très très beaux dessins de Carmontel qui sont merveilleux, mais elle a pas l'air si mal, effectivement. Elle est vraiment... Et dans un autre tableau plus ancien, vous montrez qu'au au premier tiers du XVIIe siècle, il est tout à fait normal dans sa chambre, dans ce qu'il y a de plus intime, d'être couvert d'une sorte de cape de fourrure. Oui, on avait effectivement des manteaux doublés en fourrure de petit gris, qui est un petit écureuil, ou si on était plus riche, en zibeline. Les couvertures aussi des lits étaient doublées en fourrure quand on avait de très très gros moyens. Et mais il y avait des foules de stratagèmes pour lutter contre le froid. Il y avait le froid il y avait l'humidité aussi, parce que c'était un froid humide et pénétrant. Donc c'est vrai que Lucien Febvre dit ce qu'on fait pour lutter contre le froid, finalement, on sort de chez soi. On va à l'auberge, on circule, on bouge, parce que, évidemment, le problème des écrivains qui doivent rester chez eux, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans L'Armée des Ombres, le film de Melville, Paul Meurice, qui est un homme qui écrit, il travaille dans une espèce, comme la maison n'est plus chauffée puisqu'il y a pénurie de tout, dans une espèce de cahute en bois pour travailler, parce que c'est un problème. On sait que Saint-Simon, le grand mémorialiste, a écrit l'ensemble de ses mémoires dans une chaise à porteur, et je pense que ça n'était pas de sa part une lubie, c'est simplement que bien calfeutré dans cette petite chaise à porteur, il avait tout simplement moins froid.
Alors pour la réimpression du livre, je rentrerai cette information merveilleuse. Ou Malherbe, le poète dont Malherbe, nous parlions hier, qui était très embêté parce qu'il mettait tellement de chaussettes les unes sur les autres, de bas les uns sur les autres, que il savait plus à quel nombre il avait mis sur une jambe et sur l'autre. Donc bon, évidemment, ça, on peut pas concevoir ça. Alors, si vous le voulez, nous allons effectuer une promenade raisonnée à l'intérieur des maisons d'autrefois, pièce par pièce, et nous commencerons donc par la pièce centrale, celle du foyer. Nous partirons de la cheminée. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous partons à la découverte de la maison aujourd'hui sur Europe 1. Ah oui, comment vivait-on autrefois ? C'est toujours assez exotique finalement. On se rend compte qu'il suffit de faire un saut pas énorme, d'un siècle, un siècle et demi en arrière, pour redécouvrir des mœurs assez étranges. Alors, on va partir, nous le disions, Jean-Louis Bocarno, de la cheminée, l'élément central de tout foyer, comme son nom l'indique. À quoi ressemblait-elle, cette grande cheminée d'autrefois ? On remonte là, mettons, au XVIIe, peut-être. Tout à fait à l'origine, oui, c'est ça. Tout à fait à l'origine, elle était souvent centrale, au milieu. Mais après... Parce qu'elle permet de chauffer tout, en fait, oui. C'est ça. Mais après, elle a rejoint un mur qui, en général, est le mur le plus froid. Elle va permettre de chauffer. Et cette cheminée, eh bien, on y fait la cuisine et on vient s'y chauffer. Éventuellement, il y a des archebancs de chaque côté qui vont permettre de s'asseoir. C'est la place d'honneur, c'est là qu'on va recevoir les hôtes, les visiteurs que l'on veut honorer, c'est là qu'on va discuter les marchés, c'est là qu'on va discuter la dot de la fille éventuellement. C'est là que les anciens, les personnes âgées, gardiens du foyer, restent là pendant que les autres sont partis travailler. Et cette cheminée, il y a à la fois l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, il y a la crémaillère. Alors ça c'est important, il faut expliquer aux plus jeunes de nos auditeurs ce que c'est qu'une crémaillère. Il sait que la crémaillère se pend, le plus jeune de nos auditeurs, parce qu'il va à des pendaisons de crémaillère. Mais on sait plus du tout pourquoi. La crémaillère. La crémaillère, c'était un instrument qui servait à régler la marmite qu'on mettait sur le feu. Le pot, en fait. Le pot, voilà. Qui portait des noms variables, des selon les régions, marmites, etc. Et cette crémaillère, elle était le premier élément que l'on mettait dans une nouvelle maison, d'où notre habitude de pendre la crémaillère. On n'en met plus. Et alors, mais autrefois, c'était le premier meuble. Elle permettait d'accrocher et de régler les récipients plus ou moins. C'était une grande invention, plus ou moins près du feu, de les garder mijotés, ou au contraire de les mettre à grand feu. Comme votre gaz, vous ouvrez complètement ou vous le régulez. Donc, il y avait cette crémaillère, le chaudron, la marmite, qui est aussi chargée de symboles. Fondamental. Il faut insister sur la marmite, parce qu'au-delà de la potion magique, la marmite, c'est l'endroit où mijote quasiment en permanence une sorte de, j'allais dire de ragougnasse, ce n'est pas très... Oui, mais une enfin, sorte de... Oui, quoi ? Une sorte de soupe, un peu ? De bouillon. Non, la soupe, ce sont des tranches de pain bien rassis que l'on coupe et que l'on met sur une assiette plate à l'époque, et on la trempe, d'où l'expression tremper comme une soupe, on la trempe d'une cuillère de bouillon que l'on a fait mijoter avec éventuellement un petit peu de lard, souvent rance, avec un jaune d'œuf, avec un peu d'huile d'olive, ça dépend des régions. Et cette soupe, eh bien, ce bouillon, il a mijoté toute la journée, là aussi, surveillé, etc., avec une bonne odeur, enfin... Imaginons que c'était une bonne odeur, mais il y a aussi dans cette cheminée, il y a la fumée qui s'en va par le tuyau de la cheminée, mais de ce fait, il y a aussi les jambons, parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur, on sale, on fume, et les jambons étaient fumés, et les jambons sont là à prendre la fumée toute la journée. C'est vraiment la vieille maison telle que nous l'a décrit Charles Aznavour. Aznavour. Ouais. Alors, vous vouliez insister vous-même sur la crémaillère, Béatrice Fontanelle. Oui, mais comme toujours, moi, j'ai le point de vue de la ménagère. Et je voulais juste attirer l'attention sur le fait que cette crémaillère, vous imaginez, quand on avait un chaudron qui était rempli d'une grosse soupe, ou alors, parfois, on mettait à cuire les choses de façon étagée, avec les haricots secs dans un petit sachet en toile, le lard au fond, enfin, c'était pas si ragougnasse que ça, contrairement. Oui, ça pouvait être quand même assez voilà, raffiné, c'était rustique, mais donc vous imaginez quand ce chaudron, cette marmite était absolument pleine, vous imaginez la force qu'il fallait pour l'accrocher à la crémaillère. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être très costaud et c'était vraiment un travail, surtout qu'en plus, les femmes aussi cuisinaient donc sur le foyer, elles sont agenouillées, elles sont courbées, elles se grillent la figure. C'est la deuxième cause de mortalité des femmes, le feu qui prend à leur jupe. Le
Le feu dans lequel tombaient les nourrissons qu'on gardait près du feu aussi. Oui, le feu les petits enfants. Cause de mortalité. Voilà, le feu est quelque chose de très très dangereux. Du coup, un feu qu'on ne maîtrise pas, qui plus voilà, est. Donc, il y a aussi des choses plus gaies, qui est la formule de Rabelais, qui avec son grand sens du raccourci, en parlant de la façon de chauffer de la cheminée, dit l'homme devant la cheminée se gèle le cul et se rôtit les marrons. Ça, c'est très rabelaisien, effectivement. Mais ça me surprend de votre part, parce que j'ai trouvé votre livre beaucoup plus élitiste, comme on dit maintenant, que celui de Jean-Louis Bocarno. Vous avez du foyer, vous, des fourneaux, de l'office, de la cuisine, une vision plus ancillaire. On est dans la maison bourgeoise, même un peu aristocratique. Mais je crois, Franck, on n'a pas le choix à partir du moment où on veut illustrer. La plupart des illustrations, des œuvres, etc., représentent des milieux urbains, des milieux évolués, des milieux élitistes et bourgeois. Et personne n'est jamais allé s'amuser à représenter les cuisines de campagne. Ce qui est passionnant dans ce livre de Béatrice Fontanelle, c'est de voir peu à peu s'autonomiser la cuisine et elle devient vraiment un endroit, comme vous dites, qu'on ne fréquente pas quasiment. Enfin, que les gens bien ne fréquentent pas. C'est réservé au personnel. Oui, tout à fait. Elle doit s'éloigner. D'ailleurs, c'est Alain Corbin dans le Miasme et la Jonquille qui en parle très bien. Il raconte à quel point la cuisine est vraiment s'éloigne de plus en plus des belles pièces de la maison. D'une part, parce qu'on veut éloigner les mauvaises odeurs. La cuisine est considérée comme un endroit sale avec les odeurs de poubelle. Les cuisinières sont qui ne s'appellent pas encore comme ça. Voilà. Et surtout, on voulait aussi que les domestiques n'écoutent pas trop aux portes. Donc, on les relègue comme ça à l'autre bout de l'appartement. Et quand, globalement, dans les villes, les familles ont eu moins de domestiques à leur disposition, et puis de moins en moins, et en tout cas plus de cuisinières, et que la maîtresse de maison, à son tour, a dû se mettre au fourneau. Curieusement, la cuisine s'est tellement rapprochée qu'elle devient américaine, pour permettre à la maîtresse de maison de continuer à bavarder avec ses invités quand ils sont là. Et ce qui est inouï, c'est qu'à notre époque, le balancier a fait complètement donc marche arrière, et que maintenant, effectivement, la cuisine est redevenue quasiment le cœur de chaque maison, de chaque appartement. C'est le poumon du foyer. C'est assez étonnant. On peut dire que finalement, la cuisine a retrouvé ses lettres de noblesse, mais ça à la toute fin du XXe siècle, oui. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous poursuivons sur Europe 1 notre promenade au cœur de la maison de nos aïeux. Nos guides sont Jean-Louis Bocarno et Béatrice Fontanelle. Franck. Qui ont écrit des ouvrages respectifs passionnants et respectifs sur la maison. Entrons chez nos ancêtres. C'est le livre de Jean-Louis Bocarno chez Lattès, qui est donc une promenade à travers les inventaires après décès. C'était une découverte des maisons d'autrefois à travers les inventaires que les notaires pouvaient en dresser, des inventaires extrêmement précis. Et puis l'album illustré de Béatrice Fontanelle, ça s'appelle Nos maisons du Moyen-Âge au XXe siècle. Ça, c'est publié au Seuil avec énormément de très beaux tableaux, des scènes intimes. Vous montrez notamment des lits magnifiques. Le lit était quasiment une petite maison dans la maison autrefois, Béatrice Fontanelle. Oui, c'est selon les milieux et les lieux. Ça pouvait être une petite maison, un grand théâtre avec ça peut être très spectaculaire. Et ça peut être une paillasse au sol. Donc voilà, il y avait 1000 lits possibles. Mais c'est vrai que pour lutter contre le froid, tout est toujours lié pendant longtemps. La lumière au froid. Voilà, les gens essayaient de se calfeutrer comme ils pouvaient. Et donc ils avaient des lits finalement pas très grands. On connaît le lit clos breton, mais il y avait des équivalences partout en France et en Europe de lits où on pouvait s'isoler, soit par un rideau, soit par quelque chose de coulissant qui permettait de s'enfermer. Ces courtines, finalement, tous ces baldaquins, tous ces lits fermés, c'est pour des raisons de chaleur, mais aussi d'intimité, puisque souvent les pièces sont communes, encore une fois. Oui, on dort, toute la famille dort dans la même pièce. Le plus près possible du foyer. Voilà, puisqu'il n'y a qu'une pièce qui est chauffée. Donc, tout le monde dort près
près de cette cheminée, dans des lits clos ou des lits à courtine. Mot que j'aime beaucoup, qui tout de suite, l'imagination peut s'enflammer avec ce mot, courtine. Moi, je pense que c'est effectivement d'abord pour se protéger du froid, parce qu'on n'imagine pas les draps sont glacés. Hein. Le froid, surtout qu'on dort nu quand même assez longtemps, parce que quand est-ce qu'on se met à dormir habillé? Je crois que c'est très tard, parce qu'on dort nu, par exemple au Moyen Âge. On dort nu. Au Moyen Âge, on dort nu, avec à la Renaissance aussi, entièrement. Avec des bonnets sur la tête, qui est, des générations d'estampes pour représenter les dormeurs en chemise et en bonnet de nuit. Ensuite, on dort avec une chemise. Le pyjama, je ne connais on dort pas avec la chemise de jour. Dans les inventaires, on ne trouve pas de description de vêtements de nuit. Voilà, ça n'arrive qu'à la fin du 19e siècle. C'est un luxe. Une invention bourgeoise, finalement, oui. C'est une invention bourgeoise. Les maisons telles que nous les connaissons, est-ce qu'on peut dire ça, que les maisons telles que nous les connaissons, alors elles ont beaucoup évolué là avec la modularité depuis une trentaine d'années, mais grosso modo, la maison telle qu'on se la figure, c'est la maison bourgeoise du 19e siècle quand même, essentiellement. C'est dans les villes. Dans les villes. Oui, dans les campagnes, il reste encore quelque chose de la maison du 17e. La maison du 17e, elle a perduré jusque dans les années 60 souvent. Oui. C'est l'aide à l'amélioration de l'habitat rural qui a fait que, et aussi des mesures sociales pour que les générations se séparent, que les parents prennent leur retraite et quittent la maison où ils vivaient à plusieurs générations. C'est toutes ces dispositions-là qui ont fait que les ménages, les familles ont éclaté et il n'y a plus resté qu'un noyau familial, qu'une famille nucléaire, comme on dit aujourd'hui en sociologie, qui a habité la même maison et qui, là, a fait aménager de façon plus rationnelle, plus moderne, le bâtiment. Alors, pour revenir à la froideur des lits, on avait quand même un certain nombre d'instruments à sa disposition, les fameuses bassinoires, notamment. Les fameuses bassinoires, les moines aussi. C'est-à-dire, les systèmes. Les moines, c'était des systèmes qui permettaient de réchauffer le lit. C'est toujours pareil. Au départ, de vrais moines. Oui, moines. Mais après, on mettait du charbon ardent ou une source chaude qu'on protégeait par une armature qui faisait que les draps risquaient pas de s'enflammer, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on avait très très peur du feu, d'autant plus que à la campagne, chez les modestes, la plupart des toits étaient en chaume, et quand une maison prenait feu, c'était tout le village, tout le quartier qui prenait feu. C'était très très grave. C'est vrai que le moine, contrairement à la bassinoire, c'est un peu compliqué, mais c'était une espèce de structure, une armature qui soulevait de beaucoup le drap et les couvertures. C'est l'ancêtre de la bouillotte, mais beaucoup plus grand. Voilà, non mais ça permettait de diffuser la chaleur de façon beaucoup plus vaste dans le lit qu'une bouilloire ou une bassinoire qu'il fallait bouger. Il fallait la déplacer pour chauffer chaque coin du lit. De mieux faire que la chaleur irradie et surtout d'assécher, parce qu'il y a toujours cette humidité. Oui. Et pourquoi est-ce que les lits petit à petit vont se rehausser, avoir des pieds, etc. Et on mettait souvent tout un amalgame de matelas comme dans La Princesse sur le Pois, pour s'éloigner de l'humidité du sol, qui était un sol en terre battue. On dort à l'équivalent d'aujourd'hui d'1,50 m. Plus on est riche, plus on est riche, plus le lit. Il y avait d'ailleurs de très jolis marchepieds. Oui, de marchepieds qui servaient de coffre en général. Alors voilà, parce que tout était... ça c'est l'autre élément de la chambre auquel je voulais venir justement, c'est cette question de coffre. L'armoire est une invention récente, c'est un objet très moderne. Tout à l'heure, Béatrice Fontanelle parlait tout à l'heure de la posture de la ménagère qui avait évolué et qui, accroupie au foyer, petit à petit s'était redressée. On a ça un petit peu à tous les niveaux. Autrefois, nos ancêtres se cassaient en deux pour faire leur rangement dans le coffre, qui était le seul lieu de rangement, le seul meuble de rangement. Et puis petit à petit, on a vu le coffre évoluer, devenir un bas-U, c'est-à-dire une basse huche, prendre un piétement, petit à petit monter et donner une armoire qui était là pour ranger au départ les armes, c'est-à-dire les ustensiles, mais qui a permis à la ménagère de ranger ses draps, ses vêtements, etc. en étant debout. Grand progrès que le confort a apporté. Mais le coffre c'était le meuble originel. Il était un meuble polyvalent qui était utilisé aussi bien dans les châteaux parce qu'il allait permettre aux seigneurs allant. Et les seigneurs étaient mobiles, ils avaient plusieurs châteaux, ils allaient de l'un à l'autre. Et à chaque fois, c'était le déménagement complet. On emportait armes et bagages dans les coffres. Donc, le coffre était une sorte de petit camion de déménagement. Et il permettait aussi aux plus humbles, très vite, lorsqu'il y avait le bruit qui courait que les soldats, des gens de guerre, des brigands allaient arriver, eh bien, on avait très peur. On se retrayait dans le château fort et on planquait tout ce qu'on avait, on resserrait tout ce qu'on avait de plus précieux dans le coffre, qu'on emportait en lieu sûr, soit dans le château fort, soit plutôt à l'église, qui était un lieu sacré dans lequel personne
même les brigands, les pires brigands, auraient osé s'aventurer et auraient osé enfreindre les lois de Dieu. Donc le coffre, un objet mobile, un Objet meuble, mobile, d'où le terme meuble. Petit à petit, oui. lorsque l'insécurité petit à petit régresse, eh bien, ce coffre va céder sa place à d'autres meubles. Et Un pouvoir, meuble plus justement, sédentaire, parce que pour déplacer une dans ce armoire, c'est coffre, moins facile, évidemment. on mettait tout. Et le coffre, souvent, allait même servir à la fois de siège, voire de table. On a l'impression que, alors c'est peut-être un effet de perspective, mais on a l'impression que le basculement s'effectue au XVIIIe siècle. C'est la naissance de l'intimité, c'est la maîtrise quand même relative du chauffage avec les petites cheminées. Donc on a des cheminées dans plusieurs pièces et non plus une seule et grosse cheminée centrale. Quand on a des cheminées dans plusieurs pièces, ça permet d'installer par exemple des chambres loin de la grande pièce commune. On individualise les pièces et on leur donne une destination. C'est d'ailleurs, vous expliquez Béatrice Fontanelle, que c'est au XVIIIe siècle que naît la notion de chambre à coucher, par exemple. Jusqu'alors, on ne spécifie pas. La chambre, c'est n'importe quelle pièce, en quelque sorte. Ça, c'est vrai que l'histoire de l'intimité, évidemment, c'est la plus subtile et c'est vraiment très, très passionnant d'essayer d'approcher, de tourner autour parce que c'est très complexe. La chambre, effectivement, il faut dire que sous l'Ancien Régime, ça ne vient même pas à l'esprit l'idée de s'isoler. C'est ça. Vouloir s'isoler, c'est quelque chose de. Régime, en tout cas, c'est quelque chose de contre nature. Au 16e, oui. Oui, voilà. Donc voilà. L'homme n'est jamais seul. Et c'est contraire à. C'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'entendais un écrivain africain qui disait que dans son pays, encore aujourd'hui, c'était un petit peu comme ça et que lui, on l'accusait d'être le méchant. Le méchant parce qu'il voulait s'isoler. Vouloir s'isoler, effectivement. C'est la naissance de l'individualisme, finalement. Oui, mais c'est vécu comme quelqu'un d'un peu fou. Enfin, ça ne va pas de vouloir s'isoler. Donc déjà, il faut. C'est pour ça que il faut pas faire d'anachronisme. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, qui est vraiment, c'est un gouffre dans lequel on tombe. C'est de pas se dire nos pauvres ancêtres, ils avaient très froid, ils vivaient dans l'obscurité. En réalité, moi j'étais très très troublée quand j'ai lu à la fois certains romans de Zola et par exemple Henri Vincenot dans La Billebaude qui déteste Zola parce que justement Zola a donné une image complètement négative et dégueulasse de la paysannerie. En enlevant la dimension cordiale, chaleureuse, voilà. Et par exemple le fait que les maisons autrefois étaient très sombres, nous on peut pas concevoir ça nous ce qu'on cherche c'est l'appartement clair, ensoleillé, merveilleux. Autrefois c'était pas du tout ce qu'on recherchait. L'obscurité de la maison était perçue comme quelque chose d'extrêmement protecteur. Et d'ailleurs, il faut voir que quand l'électricité est arrivée dans les maisons, quand même très très tardivement, il y a eu quand même des messieurs pour dire quelle vulgarité. Oui, c'est ça. Jean-Louis Bocarno décrit d'ailleurs l'horreur, on peut dire, des gens lors des premières expériences quand on allume les premières ampoules dans les maisons. Il y a des gens qui ferment, qui ne veulent même pas ouvrir les yeux, même pas ça voir coûte très cher. Oui. Alors déjà, oui. Déjà, on pense à ça. Mais ensuite, c'est vrai que la maison, imaginons cette maison qui était faiblement éclairée, comme disait Béatrice Fontanelle, qui tout à coup reçoit un éclairage violent, c'est-à-dire qu'on voit la poussière, on voit les défauts. C'est pas, on l'avait jamais vu comme blafard. Ça. Et dans les dîners en ville, c'était très embêtant. D'ailleurs, on a continué très longtemps, jusqu'à des périodes presque encore actuelles, à ne servir les grands dîners qu'à la lumière des chandelles, des bougies en l'occurrence, pour ne surtout pas abîmer le teint des convives. Surtout qu'on n'avait pas l'habitude de l'électricité. Ouais. Et comme toute invention, vous avez une partie de la population qui se dit mais ça sert à rien. Moi, j'ai gardé une lettre de la métayère d'un de mes arrière-grands-pères. Mon arrière-grand-père voulait lui installer l'électricité. Elle lui répond: monsieur, je ne vois pas l'utilité. Et on était en 1933. Oui, ça m'étonne pas. Moi, j'ai connu, je ne citerai pas, mais je connais un château où l'essentiel des pièces sont électrifiées, mais pas la salle à manger, parce que on estime que pour le souper, quoi qu'il arrive, c'est quand même aux chandelles. Et ma grand-mère, elle me racontait que ses voisins, qui avaient fait installer l'électricité assez tardivement, un jour, elle va chez eux et c'était dans le noir, complètement dans le noir, et elle leur dit: mais vous n'allumez pas l'électricité? Ah ben, on n'a rien à faire, donc on ne va pas dépenser l'électricité. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. J'essaie de trouver à peu près de quand date notre maison, mais c'est très complexe évidemment. Ça dépend des régions, ça dépend des modes de vie aujourd'hui encore. Alors,
On a parlé du feu et de la chambre, et il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est l'eau en l'occurrence. Et vous nous expliquez, Béatrice Fontanelle, que la transformation du cabinet qui est donc la pièce attenante à toute chambre, en cabinet de toilette est une chose, là encore, assez tardive. C'est la fin du XVIIIe, et encore pas chez tout le monde, bien sûr. Oh bah oui, puisque je crois que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, moi on m'a raconté que certains appartements très chics parisiens, dans la baignoire, on trouvait des pommes de terre. C'était une espèce de... Donc la salle de bain, oui, c'est évidemment une pièce vraiment très 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 tardive. Mais c'est pareil, il y a cette idée de nos ancêtres étaient si sales. Bah, à vrai dire, ils faisaient un petit peu avec ce qu'ils avaient, et compte tenu d'abord la fameuse toilette sèche. Voilà, la toilette sèche, mais même, à vrai dire, bon, c'est vrai qu'il y avait cette idée à partir de la Renaissance, que l'eau était quelque chose de très malsain, mais et pour cause, parce qu'elle était vraiment malsaine, et on pouvait attraper toutes sortes de maladies à cause de l'eau. Donc il y avait les toilettes sèches, mais bon, ensuite, les gens finalement se lavaient avec très peu d'eau, tout comme ils faisaient la vaisselle avec... Moi, je me suis vraiment intéressée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à la façon dont on pouvait faire la vaisselle avec vraiment des très petites quantité d'eau, on se lavait par morceaux, et finalement, compte tenu du froid en hiver, compte tenu du problème d'acheminement de l'eau, c'était pas si bête d'avoir effectivement un broc avec une cuvette et de se laver par morceaux, des petits morceaux de corps. Et de garder l'eau pour se relaver après, ou pour que l'autre personne de la famille se lave après vous. Oui. Et vous parlez de la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de pudeur, mais moi je n'ai pas connu la Seconde Guerre mondiale, et je me rappelle très bien dans mon enfance, ici et là, avoir vu des baignoires qui étaient des baignoires entre guillemets occasionnelles. Aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne dans une salle ou peu de gens, on est parfois surpris, mais dans les salles de bain modernes, la douche ou la baignoire ou les deux sont accessibles constamment, puisque la plupart des gens prennent très souvent des douches et des bains. Pendant très longtemps, mais jusqu'il y a très peu de temps, la baignoire était utilisée. Alors on enlevait tout ce qu'il y avait dessus, notamment toute une sorte de grande tablette, et on libérait la baignoire pour prendre un bain. C'était tout un événement. Et dans beaucoup d'appartements parisiens, il fallait d'ailleurs qu'on livre non seulement la baignoire, mais l'eau chaude et froide. Il y avait des livreurs de bains. Vous racontez ça, c'est assez incroyable, Jean-Louis Bocarno. Oui, effectivement, parce qu'à la campagne, il n'y a ni cabinet, ni salle de bain, ni rien. L'histoire de la salle de bain, elle commence en ville, évidemment. Elle commence dans les tableaux que reproduise Béatrice Fontanelle dans son livre, le montre, la retrace. Et vous avez le bourgeois, surtout dans les grandes villes à Paris. Alors d'abord, il y avait eu les armées de porteurs d'eau, parce que l'eau, pourquoi était-elle économisée? Parce qu'elle est lourde. Elle est gratuite, l'eau, à cette époque-là, mais elle est lourde, il faut la porter. C'est Cosette, avec son seau et Jean Valjean. Toute eau se porte, donc on l'économise. Quand on a récupéré le seau d'eau et qu'on lui a monté 3 étages, qu'on l'a amené d'1 kilomètre depuis la source jusqu'à la ferme, on s'est économisé. Donc, les armées de porteurs d'eau qui fournissent Paris, ils sont des milliers. Et après, les armées de garçons de bain, de livreurs de bain, c'est comme la pizza, on appelait à l'eau livreur de bain. Enfin, il y avait tout un système qui faisait il y avait des gens qui passaient dans les rues, qui proposaient des livraisons de bain. On leur disait d'accord, montez. Et ils en renversaient dans l'escalier. Du coup, ça faisait des scandales. Non, surtout pas. D'abord, ils passaient par l'escalier de service et le pipelet, le concierge était là, pratiquement avec pour vérifier que ça déborde pas. Pas question. Donc, il fallait monter la baignoire, qui n'était pas très lourde. Oui, c'était des petites baignoires sabots, oui. La baignoire, l'eau chaude, l'eau froide. Il fallait attendre que le bourgeois ait pris son bain, qu'après généralement toute la famille, la bourgeoise, les enfants, les grands-parents, etc., parce qu'on économisait l'eau. Et ensuite, il fallait, opération inverse, tout redescendre, toujours sans verser une goutte d'eau, parce qu'on n'avait pas de pourboire. Donc c'était déterminant. C'était des métiers d'une dureté folle. Je suis ravi parce que Maximilien nous écrit par internet et dit: vous m'amusez, j'habite une ancienne abbaye du XIIe siècle et c'est encore ce que vous racontez. Mais oui, c'est vrai, on fait toujours comme si tout ça avait définitivement disparu. Il nous dit 4,20 m de hauteur sous plafond, la barre dans la cheminée pour accrocher les jambons, les cellules de moine au nord et sans chauffage. Donc il y a encore aujourd'hui des gens qui vivent évidemment comme on l'a vécu pendant tant de siècles et sans en souffrir
particulièrement. Alors c'est peut-être d'un strict point de vue confort, c'est peut-être discutable, mais en tout cas, on supporte toutes ces conditions-là. Mais ce qui est très amusant, c'est de voir les choses, comme dit Béatrice Fontanelle, évoluer. Et je voudrais juste prendre un petit exemple pour ce confort de la salle de bain, etc. Dans un inventaire après décès fait par un notaire, je crois en Languedoc ou autre, dans les années 1760-70, c'est-à-dire pas très loin de la Révolution, on est déjà... et il signale, dans un petit réduit près d'une chambre, il signale, et nous avons trouvé une curieuse cuvette en forme de guitare dont l'usage nous est inconnu. Apparemment, c'est un bidet. Et voilà. Le confort arrivait. Oui, c'est vrai qu'il... Mais pas chez le notaire. Alors, puisque le vous confort parlez de arrive ça, chez le tiens, bourgeois, chez le châtelain, là, vous pas chez le notaire. me tendez la perche. Floriane nous pose une question et je ne suis pas certain de pouvoir y répondre, moi, mais vous savez sans doute, vous. Je voudrais connaître, nous demande-t-elle, la signification du terme linge de garde-robe qu'on doit trouver donc justement dans certaines archives. Était-ce l'ancêtre du papier toilette ou des serviettes périodiques actuelles, ou sinon comment appelait-on ces accessoires, nous demande-t-elle. Le garde-robe, la chaise garde-robe, c'était effectivement la chaise percée, enfin des noms de la chaise percée. Le linge de garde-robe, c'est plutôt peut-être ce qui recouvrait, parce que bon, on voulait la faire un petit peu oublier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Béatrice Fontanelle. C'est vrai que la garde-robe, pour moi, c'est la petite pièce qui était près de la chambre, évidemment dans les milieux, les milieux aristocratiques où on cachait la chaise percée. D'ailleurs, il y a un film de Éric Rohmer, L'Anglaise et le Duc. Oh, qu'une merveille. Voilà, qui est un bijou. Et on voit, il y a une reconstitution, effectivement, du décor de la maison qui est extrêmement intéressante. Quelle bonne idée de citer ce film. Je n'aurais pas songé à le faire, mais vous avez raison. Voilà. C'est, à ma connaissance, l'un des rares, sinon le seul film historique qui se soit attaché à la vie quottidienne et à montrer à longueur de scène comment on vivait exactement à l'époque de la Révolution, en l'occurrence. Bon, un petit peu avant, il y a quand même le chef-d'œuvre d'Ariane Mnouchkine sur Molière. Oui, mais qui est plus discutable. Oui, mais en tout cas, on voit bien le peu de meubles. Mais dans L'Anglaise et le Duc, on voit cette garde-robe et on voit effectivement que les robes, le cintre n'est pas encore inventé. Les robes sont accrochées à des patères. Ça fait ces énormes tas. Donc, il y a à la fois dans cette pièce, éventuellement un bidet, mais c'est toujours très inquiétant quand il y a un bidet chez une dame, parce que il y avait cette idée aussi que l'eau, si on se lave trop, c'est un peu suspect. Et il y a une concierge qui dit à une jeune dame qui fait souvent monter de l'eau pour des bains, elle lui dit, écoutez, vous ne me ferez pas croire qu'une fillonnette a besoin de tant d'eau. Donc, bon, évidemment, c'était les prostituées qui étaient censées faire usage de plus d'eau. Donc c'est assez amusant toutes ces... Il y a des pièces, alors on a donc très peu parlé de la salle de bain, on n'a pas parlé du tout de la salle à manger, qui est une invention là encore assez tardive, mais une institution bourgeoise. Oui, mais qui n'a pas duré si longtemps que ça. Elle est de nouveau très démodée. Le bureau, évidemment, dont parle Jean-Louis Bocarno, avec toute son origine, avec toute l'origine du terme également, bureau. Bon voilà, à mon bureau, je vois bien que tout penche sur le côté, ma chaise, le plancher tout gauchi, est-ce la folie qui me guette comme un moineau quelques miettes? Ce poème, ces quelques vers sont issus d'un recueil de poésie qui s'appelle Tentacules et manivelles de Béatrice Fontanelle. On ne parle jamais de la poésie, je suis ravi de pouvoir le faire. Donc Tentacules et manivelles, c'est publié aux éditions La Petite Vermillon. À la table ronde. C'est la table ronde, c'est la collection La Petite. C'est la collection de poches de la table ronde. Merci Béatrice beaucoup. Fontanelle, qui est donc l'auteur de Nos maisons du Moyen-Âge au XXe siècle, et Jean-Louis Bocarno, Entrons chez nos ancêtres. L'album de Béatrice Fontanelle est publié au Seuil, et l'ouvrage de Jean-Louis Bocarno chez Jean-Claude Lattès. On n'a pas fait entièrement le tour de la maison, ça mériterait presque une deuxième émission. Quand j'aurai un récit de moins, je vous ferai signe, on reviendra sur les parties qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui.